la genèse, comment est-ce qu'elle est née? Alors, comment elle est née, cette maison des femmes? Elle est née par une idée des 5 cofondatrices, parce qu'on est 5 cofondatrices de cette maison des femmes. Donc, le chef de service qui est Florence Bretet, gynéco-obstétricien, une deuxième gynéco-obstétricienne, une gynécologue médicale et une sage-femme, et moi qui suis santé publique. Et c'est vrai qu'on était toutes dans le domaine de la périnatalité, toutes confrontées à des violences faites aux femmes, et on se disait que ça serait vraiment bien qu'il y ait un lieu exceptionnel, un lieu unique, un guichet unique, adapté, où l'entrée se ferait par le soin. Donc on s'est mis autour d'une table et on a commencé à rédiger ce projet. Ça c'était 2019, on l'a présenté aux institutions. Alors tout le monde nous disait super projet, mais revenez. Voilà, donc on revenait. Vous êtes revenu? On est revenu, et puis un jour il y a eu quand même quelque chose qui a déclenché les choses, et il y a eu Emmanuel Macron sur le Vieux-Port, dans le cadre de Marseille en Grand, et dans le volet santé, il a cité la Maison des Femmes comme un projet pour intégrer ce programme Marseille en Grand. Et à partir de là, les choses se sont faites quasi naturellement, tout le monde autour de la table, l'ARS, la région, le département, la mairie, la métropole, la police, la justice, l'hôpital, bien sûr, et c'est parti de là. On a eu une injonction d'ouvrir, ce qui arrive quand même assez rarement, et 1er janvier 2022, on a ouvert la Maison des Femmes à l'hôpital de la Conception, dans des locaux provisoires, avec l'aide de tous ces contributeurs. Donc depuis 2 ans et demi, et très concrètement, en fait, comment se manifeste votre action? Quelles sont, comment vous aidez les femmes à ce moment-là? Alors comment on les aide? C'est un petit peu ce qu'on disait dans la vidéo. L'idée d'une maison des femmes, c'est un lieu unique où on va prendre en charge les femmes victimes de violences, de tout type de violences, par le biais du soin. La première porte d'entrée, c'est vraiment le soin. Nous, on est des professionnels de santé. Donc l'idée, c'est de leur proposer une prise en charge globale. On en parlait avec Laurence juste avant, c'est-à-dire une prise en charge à la fois médicale, psychologique, sociale et juridique. S'il manque un versant, on n'est pas une maison des femmes. Vraiment, le point est là et là-dessus. Donc dans cette prise en charge, on va proposer des consultations individuelles, comme dans n'importe quel service hospitalier, mais on va proposer également du collectif. Et c'est là où on a mis en place un certain nombre d'ateliers psychocorporels pour vraiment avoir une approche globale. Donc nous, nos 2 premiers ateliers psychocorporels ont été... Le premier, ça a été le karaté, puisque je dirais comment on s'est rencontrés, mais... mais vraiment, le premier atelier pour nous, ça a été le karaté avec Fight for Dignity. Et là, on a un deuxième karaté avec de la danse africaine, avec le Ballet National de Marseille. L'idée, c'est vraiment que ces femmes, elles aient accès à une prise en charge globale, le soin, le psychique, le social, le juridique et l'estime de soi. Parce que ce qui sous-tend notre collaboration, c'est vraiment proposer à ces femmes des activités, du soin qui permettent de reconstruire leur estime de soi qu'elles ont perdue dans ces contextes de violence. Oui, alors peut-être, qu'est-ce que je peux rajouter? La rencontre, elle s'est faite aussi par le biais d'une très grande dame qui a été à l'initiative du dispositif holistique, qui est Rada Hatem. Et c'est vrai que quand elle a démarré le dispositif à Saint-Denis, l'hôpital de la Fontaine, Maison des Femmes de Saint-Denis, ben je m'ai inscrite, je lui ai proposé l'activité. Voilà. Et pour ma part, c'est né de la rencontre à l'occasion du Forum des femmes francophones du Dr Denis Mukwege en 2014, qui a témoigné de son travail de gynécologue dans son pays, la République démocratique du Congo, et où le viol est utilisé comme arme de guerre, et où en 2008 déjà, je pense qu'il a été précurseur sur cette approche de l'accompagnement pluridisciplinaire sur donc ces mêmes 4 piliers, médical, psychologique, juridique évidemment parce qu'impunité et socio-professionnelle pour accompagner au mieux à l'autonomie et à l'émancipation des femmes qui ont subi ces violences. J'avais fait le constat que dans cette maison d'Orcas, qui est aussi une maison à quelques mètres de l'hôpital, les jeunes survivantes, donc on est
On est sur des cas de femmes qui sont toujours incontinentes parce que l'opération chirurgicale fistule n'a pas fonctionné, qui ont et ou le sida, qui ont l'enfant issu du viol, qui sont orphelines, qui sont assez jeunes, majoritairement, elles ont entre 16 et 23 ans. Et j'ai fait le constat que réparer le corps par le corps n'était pas, après l'opération chirurgicale, n'était pas proposé. Et ce constat, je l'ai aussi fait à l'échelle mondiale, sachant qu'une femme sur 3 est victime de violences physiques et sexuelles dans le monde. Je me suis dit qu'il y avait peut-être intérêt à ce que le sport, tel qu'il existe aujourd'hui, se mette à la disposition exactement de ces femmes-là, et j'espère bientôt des enfants. Et donc j'ai fait déplacer l'approche très spécifique, qui au départ, je n'avais pas les connaissances spécifiques des troubles de stress post-traumatique et de ces symptômes. Donc je me suis nourrie des sachants pour adapter. C'est ce que Christine vous a expliqué, la pratique aux spécificités et de manière complémentaire et dans une approche fondamentalement pluridisciplinaire. Et alors, approche, on va y revenir, approche forcément transversale, puisque vous abordez plus de 4 piliers en même temps. Est-ce qu'on peut juste focaliser 2 secondes sur le karaté? Pourquoi le karaté? Parce qu'on n'est pas du tout dans une approche de self-défense, mais ce qu'on constate, enfin moi très naïvement, je suis totalement profane sur le sujet, mais je me suis un tout petit peu renseigné, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maisons des femmes qui s'appuient sur cette discipline. Qu'est-ce que cette discipline apporte par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des spécificités qui la rendent plus illégitime dans le cadre de cette activité? Non, merci pour cette question. Je pense que c'est le karaté parce que j'en suis une experte. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que le sport, ça fait partie aussi de notre sujet aujourd'hui. Et l'activité physique est un moyen extraordinaire de pouvoir nous accompagner, qu'on soit traumatisé ou pas, dans notre mieux-être, dans notre rapport à nous-mêmes d'abord et aux autres. Et j'espère que demain seront d'autres disciplines. Il se trouve qu'on a été assez précurseurs sur ce karaté adapté, avec cette approche thérapeutique. C'est vrai qu'il y a aussi, on en parlait, il y a aussi évidemment l'activité physique adaptée. Je pense que vous l'avez évoqué aussi beaucoup aujourd'hui. Et donc demain, d'autres disciplines. Il faut qu'il y ait la place, parce qu'on a d'ailleurs lancé une action recherche pour mesurer l'impact, pour savoir si ça avait été, si c'était vraiment, si ça avait un effet efficient sur les patientes. Et donc, oui, j'ai perdu mon idée, mais... Ambassadrice nationale du sport, j'ai projeter et faire appel à une discipline. Alors, je ne suis pas sûre que mon parcours de mes 3 ans et demi au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai eu l'honneur d'être effectivement ambassadrice et de représenter le sport français, le porte-parole du sport avec Marseille accueille aussi les épreuves nautiques, donc avec les Jeux Olympiques et Paralympiques en leader du sport tel qu'on l'accueille aussi en France. Oui, en fait, je pense que effectivement, ça m'a donné. Mais après, vous savez, je pense qu'il y a eu des témoignages de sportifs, dans n'importe quel, c'est le pouvoir du sport. Ça veut dire que, en plus, en France, on a la chance d'avoir une qualité d'enseignement, de formation, d'avoir des structures extrêmement dynamiques, et ça nous est reconnu d'ailleurs à l'international. Donc, on a cette capacité je pense, de pouvoir transférer une compétence. On le fait pour la situation de handicap. On le fait pour la rémission cancer. Et ce que je voulais vous dire, c'est que certainement que le fait pour une personne qui a subi des violences, lui donner accès à une discipline, quelle qu'elle soit, mais le karaté auquel elle n'aurait jamais pensé avoir accès, pour elle, ça joue beaucoup aussi sur sa fierté, sur son estime d'elle-même. Et je pense que c'est la différence avec l'activité physique. C'est qu'on lui donne accès à quelque chose qui lui semblait totalement inaccessible. Et en même temps, bon là, c'est une enseignante parce qu'elle est aussi, on fait le pari que on enlève les freins, et nos enseignantes sont aussi des rôles modèles pour les patientes. Donc en fait, on essaie de cocher plusieurs cases
à ce qu'il va pouvoir répondre à la difficulté de la... Alors, forcément, docteur Zavio, finalement, comment est-ce que vous arrivez à adresser les quatre piliers qui sont quand même fondamentalement différents en même temps? Est-ce que vous le faites collectivement? Est-ce que c'est séquencé? Est-ce que vous arrivez aussi bien à traiter les aspects juridiques, socio-professionnels, médicaux et psychologiques? Alors, pour pouvoir prendre en charge sur ces quatre piliers fondamentaux dans la reconstruction de ces femmes, il y a une question de temporalité. Il va y avoir de l'urgence, il va y avoir d'abord de l'urgence médicale pour certaines femmes. Très rapidement, il y a également une urgence psychique. Ce sont les deux piliers prioritaires? J'allais dire dans l'urgence, oui. Si ce n'est qu'il y a aussi le pilier social. On reçoit des femmes qui sont à la rue, on reçoit des femmes qui sont dans des logements précaires. Et là, très rapidement, il faut mettre en place le pilier social, parce que là, c'est les besoins initiaux. Il y a des femmes qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. Un exemple très concret, elles arrivent à la maison des femmes, on leur donne des biscottes, on leur donne des compotes, parce qu'elles n'ont pas mangé depuis 3 jours. Et parfois, il y a des enfants. Donc c'est ça aussi, évaluer le besoin social. Après, il y a des besoins sociaux plus complexes, arriver à séparer deux comptes lorsqu'on est dans de la violence conjugale, arriver à trouver un logement soit de mise à l'abri, de mise en sécurisation de ces femmes. Et puis le volet juridique, alors il n'est pas dans l'urgence, on a une convention avec le barreau de Marseille qui nous permet tous les vendredis après-midi d'avoir une consultation avocat auxquelles on adresse des femmes pour des questions d'ordre, droit social, droit familial, qui leur permet de cheminer dans leur dépôt de plainte, puisque derrière il y a quand même la notion de dépôt de plainte quand on est dans de la violence conjugale ou de la violence sexuelle. Et donc ça c'est de la temporalité, donc effectivement tout paraît urgent comme ça dans un premier temps, mais je reviens sur la notion de karaté, on en parlait juste avant. On se disait que finalement réfléchir à la maison des femmes, on ne vient pas pour faire du karaté. Si on veut faire du karaté, on est femme victime de violence, on va dans le centre social qui est à côté chez soi. En fait, le karaté, nous, on le prescrit dans le parcours au même titre que la consultation sociale, au même titre que la consultation du sexologue, au même titre que l'échographie de suivi obstétrical. Donc vraiment, le karaté, il est partie intégrante de ce parcours de soins, c'est ce que disait Laurence. À un moment donné, on va dire, ça y est, Madame X est en capacité de rentrer dans ce parcours d'atelier psychocorporel qu'est le karaté. Et alors, on ne vient pas avec la femme pour faire du karaté, et en même temps, il me semble qu'il y a une convention avec la Fédération française de karaté. C'est important, encore une fois, on est sur une convention assez précurseur. Donc on travaille en étroite collaboration avec la Fédération, puisque les enseignantes sont diplômées d'État, et donc on passe par le biais de la Fédération, des départements pour recruter l'enseignante. Et puis, on fait aussi un autre axe de Fight for Dignity, c'est la sensibilisation prévention. Donc, on travaille spécifiquement en acculture aussi, la fédération, pas que celle-ci, sur cette problématique et sur la capacité de l'entité représentant la discipline à pouvoir être acteur, enfin, vraiment concrètement. Donc, c'est par ces différents canaux. La structure a été créée en 2017. Donc l'objectif aussi, ça va être de pouvoir faire une formation plus académique et donc d'avoir une reconnaissance des compétences, de l'expertise des enseignantes. Donc comme on peut le faire aujourd'hui, si vous êtes enseignant d'une discipline en particulier, vous pouvez aussi vous spécialiser dans la situation de handicap. Donc vous avez vraiment des formations diplômantes pour pouvoir petit à petit essayer de changer de mentalité et considérer aussi par rapport à cette problématique des violences qui est aussi isolante et qui aussi qui marginalise en l'occurrence les patientes, de se servir de cet outil-là à l'échelle vraiment du parcours de soins, mais on l'espère aussi demain que les clubs puissent aussi être des lieux d'accueil reconnus, sans stigmatiser, puisque de toute façon beaucoup de victimes vont déjà dans des clubs sans avoir besoin si elles en auraient besoin, mais culpabilité, honte,
font peur, c'est qu'elles ne vont pas dans les... Voilà, mais ça peut être un levier aussi supplémentaire. Et je crois vraiment fondamentalement que le sport doit avoir ce rôle-là. Il l'a déjà, qu'il faut le renforcer, qu'on a une capacité aussi de répondre, on va le prouver. On répond à un problème de santé publique, comme les structures le font, parce que aussi on est efficace et on le fait de manière collective. Et ça n'a pas de prix. Et simplement, vous avez pas eu de témoignage, mais je pense que les patientes, quand elles sortent de... Enfin, quand c'est cicatrisé en tout cas, et qu'elles quittent la maison des femmes de la conception, voilà, certainement que pour elles, retrouver l'emploi, avoir une autre relation avec leurs enfants, arrêter certaines addictions, prendre moins de médicaments, voilà, tout ça, ça joue. Et c'est à mon sens impactant dans notre société et on y contribue. Donc ça, il faut encore qu'on le prouve, mais on va y arriver. Vous êtes en train de le prouver, vous avez raison là. Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les clubs et sur les freins. Vous nous avez dit tout à l'heure que les bonnes fées s'étaient penchées sur votre verso et vous aviez une injonction à ouvrir. En même temps, j'ai l'intuition que quand vous êtes dans ce genre d'activité, vous avez envie toujours d'aller plus loin, de vous développer, de faire plus, mieux. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Quels sont les freins qui restent à lever et quels sont les leviers sur lesquels vous pourriez vous appuyer si vous aviez une baguette magique? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Jusqu'à très peu, il nous manquait des mètres carrés pour être très pragmatique, puisqu'on est dans des locaux provisoires. On va déménager courant de l'été 2024 dans une grande et belle maison où on aura d'ailleurs 2 salles d'atelier. Ils seront encore dans le domaine hospitalier. On sera toujours service hospitalier de la PHM, ça c'est notre ADN, hein. On reste service hospitalier de la PHM, mais on aura de la place, pour pratiquer d'autres sports encore, hein, si vous faites le lien. On pourra faire du karaté directement dans nos locaux, on pourra faire de la danse, on pourra faire du yoga, et pour ces femmes c'est particulièrement important. Ensuite, il nous manque bien sûr de l'argent pour faire fonctionner cette maison. On a une mission d'intérêt général, puisque les dispositifs violences faites aux femmes ont recours à une mission d'intérêt général pour être financés. Mais aujourd'hui, le besoin est majeur, notamment en termes de prise en charge psychique, de psychologues, de psychiatres, puisque nous, 70% des femmes que nous recevons sont en psychotrauma complexe. Derrière, ça veut dire de la prise en charge, du suivi psychothérapeutique, du suivi psychiatrique, des séances plutôt longues, même si on pratique le MDR, une technique qui fonctionne très bien sur le psychotrauma. Mais aujourd'hui, on a besoin d'argent pour fonctionner, pour créer et pour augmenter l'équipe dans ces nouveaux locaux. Et puis, on a besoin de collaboration, pour que ces femmes soient repérées et qu'elles puissent nous être adressées. Et c'est pour ça qu'on a également une démarche de sensibilisation. On est un service du CHU, donc on a une mission de soins, mais régionale, et on a une mission de prévention et d'éducation. Donc clairement, on va sensibiliser, on va éduquer tout public, les publics scolaires, les publics en entreprise, en centre d'hébergement, en association, pour essayer d'améliorer ce repérage des violences faites aux femmes. Laurence en a parlé, une femme sur 3 victime de violence, une femme sur 10 victime de violence conjugale. Donc regardez combien on est dans la salle. Voilà, donc il faut repérer, il faut éduquer, il faut repérer, il faut adresser et ensuite prendre en charge ces femmes. Voilà, donc il nous manque ça. Encore une fois, nous on croit beaucoup au modèle. C'est dans plus de maisons des femmes. On est déjà dans 16 structures à l'échelle de la France. On a aussi une structure un peu similaire qui est les Women and Children Safe à Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est qu'on puisse, nous aussi on a besoin de financement évidemment pour rémunérer nos enseignantes, assurer la formation, pouvoir ouvrir dans d'autres structures. Et puis donc c'est de pouvoir permettre encore à plus de femmes d'avoir accès, continuer la formation, continuer la sensibilisation prévention, chose qu'on fait aussi. Donc voilà, de manière très complémentaire. Et puis notre objectif aussi, c'est d'ouvrir d'autres disciplines. Donc là, on parlait des freins, certainement aussi, c'est de faire changer les mentalités et de faire accepter la complémentarité du sport tel qu'il existe par rapport par exemple à l'APA, l'activité physique adaptée,
et donc d'ouvrir que d'autres fédérations sportives s'ouvrent au dispositif pour pouvoir aussi permettre aux patientes de pouvoir avoir accès à d'autres disciplines. Voilà. En France, c'est un peu l'objectif. On a d'autres objectifs internationaux aussi, mais peut-être là n'est pas le sujet. Mais je pense on est tout à fait, on peut être très fiers en France d'avoir ce dispositif et de pouvoir le dupliquer. C'est déjà le cas au Congo, mais dans d'autres pays, et pas seulement dans des zones de conflit. On aura peut-être des questions de la salle vers qui je vais me tourner juste après ma dernière question, notamment pour vos actions à l'international. Petit pas de côté quand même pour la dernière question. Je crois que vous êtes concernés l'une et l'autre le 12 mai par le passage de la flamme. Oui, alors c'est tous, JO 2024, Paris, mais avant d'arriver à Paris, la femme va voyager, et en fait, Fight for Dignity et la Maison des Femmes, on a été sollicités pour être sur le village sport et santé à Égalière. Égalière, c'est dans le 13. Donc on sera le 12 mai à Égalière pour porter les valeurs du sport et voir comment sport et santé, c'est la thématique du jour, peuvent se rencontrer au travers d'un passage de flamme olympique. Pour nous, c'est très nouveau, pour Laurence, ça l'est moins, mais pour la Maison des Femmes, c'est un truc... C'est une belle reconnaissance. On y sera avec des femmes victimes de violences pour également leur faire participer à cet événement incroyable. C'est vrai que ça fait partie de ma culture, et on est Fight for Dignity, on est Impact 2024. Dès le début, j'ai eu aussi le privilège et la chance de travailler au sein de la candidature de Paris 2024, et même quand j'étais ambassadrice, naturellement, on était en soutien pour faire rayonner ces Jeux dans le réseau diplomatique français. Et donc on est très très fiers aussi qu'il y ait une considération, évidemment on va penser performance, célébration, on va fêter ces Jeux, et en particulier à Marseille, mais aussi c'est l'héritage de ces Jeux, c'est aussi l'accessibilité de la pratique, donc plus de sport pour nos enfants, et aussi il y a tout un dispositif qui est mis en place pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour nous, je prends cet exemple-là parce qu'on accueille les Jeux paralympiques aussi, et c'est la première fois que nous les accueillons, mais aussi pour permettre pour nos patientes d'avoir les yeux qui brillent, et puis aussi certainement qu'elles auront accès aux épreuves nautiques à Marseille. Donc les Jeux olympiques servent, ou paralympiques servent aussi à ça, fondamentalement. Moi, merci d'être, j'ai été dit, je suis 3 fois championne du monde de karaté. J'ai commencé à m'entraîner à Marignane, après j'étais sur le Vieux-Port, j'étais dans un club. J'étais pas une enfant quand j'ai commencé qui s'est dit qu'elle allait devenir championne et qu'elle allait faire tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Je suis fruit d'un système du sport tel qu'il existe en France. Et c'est un vrai give back. Voilà, j'ai beaucoup reçu, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, je rends ce que j'ai reçu spécifiquement avec une grande sororité, mais pas que pour les femmes. Et je crois que c'est le pouvoir du sport. Voilà, on est tous, chacun, capables d'avoir cette volonté, moi plus particulièrement, parce que ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que tous les acteurs de Paris 2024, que ce soit les fédérations à travers leurs sportifs, les bénévoles et tout, on est convaincus du pouvoir du sport. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est à peu près au mot près exactement ce que nous a dit Gilles de Dieu sur cette volonté de transmettre et de rendre ce qui nous a été apporté. Donc, merci beaucoup. Je vous propose un temps d'échange de 10 minutes quand même, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, c'était très dense, et je vous remercie beaucoup pour cela. Mais je pense que ça vaut le coup d'ouvrir la parole à la table. Oui, bonjour. Stéphane Oudjou, je suis médecin urgentiste à Martigues. Donc merci pour vos témoignages. Je crois bien sûr à la médiation corporelle et au sport en santé. Mais par contre, je me tourne vers la Maison des Femmes. C'est vrai que vous êtes praticien hospitalier. Moi, aux urgences, je pense que je ne vois que la face visible de l'iceberg du problème de la violence chez les femmes, mais j'en vois tous les jours. Donc ça veut bien dire ce qui se passe. Donc la question que je vous pose, cette expérience est magnifique, donc vous êtes praticien hospitalier, c'est un service du CHU. Combien vous voyez de personnes par jour? Quel est votre fil actif? Et quel est votre périmètre de réception vous avez dit régional, à mon avis, c'est pas possible.
parce qu'il n'aurait pas cette place, vous manqueriez de mètres carrés, mais comme ça, pour que ça éclaire un peu tout le monde aussi, j'ai entendu les statistiques, 1 sur 3, 1 sur 10 de violence conjugale, mais combien vous en recevez? Alors nous, on reçoit 20 à 30 femmes par jour en moyenne. On a une file active de 600 femmes. Alors une file active, c'est des femmes qui sont intégrées dans un de nos 3 parcours. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais on a un parcours violence. Non, on n'a pas parlé des parcours. Ouais, donc on a un parcours de tout type de violence, violence physique, psychologique, sexuelle et sexiste, violence intrafamiliale et violence conjugale. C'est le premier parcours. On a un deuxième parcours, mutilation sexuelle féminine, excision, puisque la PHM est centre expert en réparation chirurgicale, même si la réparation chirurgicale, finalement, c'est une toute petite partie de la prise en charge de l'excision. 10% des femmes se font réparer, le reste passe par de la prise en charge sexologique. Et le troisième parcours est un parcours encore plus spécifique, c'est un parcours femme enceinte en situation de violence. Donc sur ces 3 parcours, on a une file active de 600 femmes. Comme je vous disais, ce sont des femmes qui sont dans des parcours. Un parcours, en règle générale et en moyenne, dans une maison des femmes, c'est 2 ans. On considère qu'une femme est prise en charge pendant 2 ans pour arriver à cette sortie qui est l'autonomie. Alors c'est très facile de dire on rend une femme autonome. Qu'est-ce que ça veut dire autonomie? C'est compliqué pour nous de dire à la fin, ben voilà, ça y est, vous êtes autonome. C'est à un moment donné, elle sort du parcours. Nous, on a 2 ans d'existence, donc on a déjà des sorties de parcours. Hein. On a un petit peu moins de 100 sorties de parcours. Mais l'idée, c'est de les accompagner pendant ce temps sur les 4 piliers qu'on a cités, médical, psychique, social et juridique, pour essayer qu'elles retrouvent cette autonomie. Donc, pour les chiffres, 600 patientes file active, plus 400 patientes en 2023, notre deuxième année d'exercice. On a reçu 45 nationalités. On a une moyenne d'âge de 34 ans à la Maison des Femmes. 60% des femmes ont au moins un enfant ou sont enceintes. 20% sont demandeuses d'asile. 10% n'ont pas de droit ouvert. Ce sont nos chiffres. Et on a réalisé plus de 6000 consultations. Donc, après, juste sur le périmètre, pourquoi j'ai dit périmètre régional? Bien sûr, au départ, la Maison des Femmes a été une maison régionale des femmes. Mais bien entendu, quand on est victime de violences conjugales, je ne sais pas, à Digne, très compliqué de faire un suivi régulier et fréquent sur Marseille. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que le suivi psychothérapeutique, c'est en gros 1 fois par semaine. Non, ils ne sont pas de Digne, se faire soigner à la Maison des Femmes. Et c'est pour ça qu'on a des relais avec les différents centres hospitaliers qui ont peut-être pas une Maison des Femmes, hein, des femmes en général, c'est départemental plutôt, et c'est le sens des annonces ministérielles, hein, une maison des femmes par département. Donc même sur le trait, c'est déjà beaucoup trop grand, mais on a des contacts avec les centres hospitaliers qui ont des consultations violences et qui nous adressent sur des activités d'expertise. Je pense notamment à la réparation chirurgicale. On travaille en collaboration avec les autres centres hospitaliers. Peut-être que ça vous concerne moins, mais simplement je voulais vous préciser que dans le parcours, c'est le personnel soignant qui recommande la pratique à un moment donné. Donc c'est pas, elles viennent pas comme ça, comme elles veulent. Et là, sur les images, et merci pour le témoignage de l'enseignante, elles étaient 2 parce qu'elles savaient qu'elles étaient filmées et elles ne voulaient pas être présentes sur le film. Donc vous avez eu que 2 patientes. En moyenne, maximum, c'est 10 patientes. On ne fait pas plus. Parce que c'est un vrai travail de dentelle, une attention permanente sur tout le long de la séance. En moyenne, à la Maison des Femmes de Marseille, on a 8 femmes par atelier karaté. Et on commence à avoir une liste d'attente pour l'atelier karaté. Mais bon. Et donc les patientes du service d'accueil des urgences de Martigues sont bienvenues. Dans toutes les structures, je crois qu'il y a des dispositifs qui existent. Il n'est pas aussi structuré, aussi développé que celui-là. Je pense que le service public peut profiter. Mais tout à fait. Exactement. Merci de l'affirmer comme ça avec cette notion de fierté. Madame.
Bonjour à tous, Suzanne Boucher, vice-présidente du conseil départemental de Vaucluse. En Vaucluse, nous avons la maison Mazarine. Donc Mazarine, ça vous donne une idée de qui est notre marraine. Et c'est une maison qui a été, elle est toute jeune puisqu'elle aura 1 an le 9 mai, qu'elle a été inaugurée le 22 juin l'année dernière. Nous n'avons pas encore une expérience aussi étendue que la vôtre, mais nous faisons l'accueil mère-enfant. C'est-à-dire et nous sommes ouverts même la nuit. C'est-à-dire que nous sommes la première porte d'entrée pour ces femmes qui subissent des violences. Et surtout, nous avons eu la chance d'avoir une maison qui était un ancien domicile d'hospitalier, ce qui fait que c'est à l'entrée de l'hôpital, mais ce n'est pas dans l'hôpital. Ce qui fait que l'accès est beaucoup plus facile, puisque c'est très discret et nous avons un vigile. Voilà. C'est une question importante. Vous nous avez dit que votre ADS est hospitalier, que vous êtes un service de la PHM en tant que tel. Cette question de la proximité de l'hôpital, est-ce que c'est un frein d'être à l'intérieur de l'hôpital? Est-ce qu'effectivement le modèle d'être à l'intérieur de l'hôpital mais tout en périphérie pour permettre un accès à la rue facile était une vraie question? On a du mal à répondre à cette question. C'est à la fois un frein et un levier. Un frein parce que oui, on vient à l'hôpital, oui, on est dans ce système hospitalier parfois très complexe. Surtout que nous, on a ouvert en règle de jardin à l'hôpital de la Conception dans des locaux un petit peu compliqués à trouver. Mais en même temps, on se dit qu'ils sont très sécurisés du coup. On essaie de voir le verre plein. En même temps, pour les femmes, venir à l'hôpital, ça a du sens. Ça a du sens en termes de protection. Certaines me disent, je dis à mon conjoint, qui est auteur, que je vais à l'hôpital, ça passe. Donc, difficile de trancher sur l'avantage d'être vraiment dans un système hospitalier ou d'être hors du système. Alors souvent, on est un peu, comme vous disiez, madame, en décalé. Et là, nous, dans notre nouvelle maison, on va traverser la rue. On sera toujours service hospitalier. Et oui, on connaît bien la maison Mazarine. On travaille. Nous aussi, ouais, on a le dépôt de plainte est sur place. Ça rentre dans le modèle de toutes les maisons des femmes Restart. Donc aujourd'hui, on est 17 en France. Pour reprendre les chiffres, donc dans la région PACA, bon, il y a Marseille, il y a Avignon, et il devrait y avoir des ouvertures Nice, Toulon et Corse, même si c'est notre ARS, mais il y a des projets. Il y a une maison à l'international, enfin, il y a 2 maisons à l'international, il y a Bruxelles qui est ouverte depuis très longtemps, et il y a Mexico qui vient d'ouvrir. Alors nous, sur le Mexico, j'espère qu'on va bientôt y être. Mais Bruxelles, pour l'instant, il n'y a pas de place pour. Il n'y a que des consultations. Donc, à chaque fois, on est à l'affût. On a le temps pour une dernière question. On va voir. Non. Un dernier message à faire passer? Non, je simplement, puisque c'est aussi autour du sport et de ses bienfaits, remercier Florence et l'équipe pour l'organisation de la FHF et d'avoir donné la parole au corps différemment, le corps par l'activité physique, par le sport. Et voilà, arrêtons de dissocier le corps et le mental, et travaillons, je trouve que de travailler ensemble au service de patientes et de patients, c'est plutôt vertueux et constructif, et on a la chance d'accueillir les Jeux. Je pense que c'est un magnifique levier, ça fait partie de l'héritage de notre culture et de cette rencontre, de cette connexion entre ces deux mondes qui, à mon sens, officiellement reconnu. Donc aujourd'hui, notamment, ça fait du bien. Merci. Rien à rajouter à cela, si ce n'est des remerciements pour Florence et pour l'ensemble du comité d'organisation.